Ça fait trop longtemps. Je me l'étais promis, quand j'étais enfant, puis plus tard encore, sans jamais le faire, et sans jamais l'oublier. Faut que je me tire d'ici. Par ici, j'entends ma routine, mon point de vue, en gros tout ce qui se rapporte à ce que je connais depuis toujours. Alors, avec mes petites économies de post-étudiant fauché, j'ai décidé de prendre un avion. Et me voilà seul, à un peu plus de 7000 km de chez moi, au Népal. Un pays où je ne peux ni parler l'une des 122 langues, ni lire l'alphabet. Et où je ne connais ni ne comprends les nombreuses pratiques religieuses. Tout ça, sans itinéraire réellement prévu. Ma seule intention, c'est de me perdre. Et à Katmandou, c'est vraiment facile de se perdre. La ville est construite comme un labyrinthe à ciel ouvert, d'environ 50 km². Des milliers de ruelles se croisent et rebouclent sur elles-mêmes à l'infini. Rentrer au cœur de Katmandou, c'est passer le pas d'une nouvelle dimension. Une dimension où les sons et les odeurs s'exacerbent. Thé masala, encens, friture, gaz, offrande fumante pour les dieux, urine, ordures, bonne ou mauvaise, connue ou inconnue, toutes les odeurs massaï me dégoûtent et m'intriguent. Les sons se mélangent à elles, les klaxons au gaz, les aboiements à la pisse. On vient vers moi, on me parle, la langue m'intrigue. Des cloches sonnent, j'entends de la musique, des cordes frottées entre deux vrombissements de 4x4 boueux. J'avance dans les rues bondées, m'enfonce dans les ruelles. Un temple vieux de 500 ans apparaît devant moi, adossé à une petite épicerie décrépie. Je zigzague, tourne et crois revenir sur mes pas, puis passe entre deux habitations écrasées l'une contre l'autre et à travers un passage souterrain en bois orné. Arrive dans une cour pleine d'idoles, repars en arrière, demande mon chemin, respire plus de poussière que d'air jusqu'à finalement retrouver mon point de départ. La ville ne me laisse aucun répit. Elle me digère tout au long de son dédale tortueux, me modèle à sa façon et me recrache finalement, sale et émerveillé. Dans Katmandou,
une chose étrange se passe. La journée ou la nuit, une aura de mystère nappe la ville. J'ai le sentiment qu'au détour de chaque rue, derrière chaque façade, temple ou drapeau, même sous les antiques dalles de pierre de la cité, se cachent de vieilles divinités oubliées par l'Occident. Des esprits merveilleux et insaisissables. Je ne sais jamais si un lieu est sacré. Les apparences nous trompent. La ville tout entière se joue de nous. Entre les contrefaçons North Face et les vrais sourires, autour des statues aux yeux perçants et des mendiants, face aux danses traditionnelles et aux crémations publiques, Katmandou la mystique m'apparaît belle et troublante. Après 6 heures de bus sur les routes défoncées du pays, je m'arrête un court moment à Pokhara et me prépare pour ma première étape, le Mustang. Donc, arrivé à Jomsom ce matin, l'aventure commence. Je vais essayer de éventuellement contourner quelques points un peu chauds parce que j'ai vu là en arrivant à Jomsom qu'il y a l'armée, il y a la police qui contrôle beaucoup. J'ai pas de passe pour les hauts Mustang. Voilà, l'objectif c'est quand même d'aller découvrir la culture tibétaine au fond du Népal. Et on va voir ce que ça dit. C'est parti! Je viens de voir qu'il y a des léopards des neiges dans la montagne. Avec un peu de chance, on peut croiser quelques traces. Ce serait ouf. Le mystérieux Mustang. C'est l'une des régions les moins peuplées du pays. Situé au nord, et s'étendant sur le plateau tibétain, il est la dernière frontière avec la Chine. Sauvage, aride, hors du temps, le vent y souffle continuellement. La région abrite l'ancien royaume de l'eau, un endroit légendaire qui a été très longtemps interdit aux étrangers et qui est aujourd'hui très durement réglementé. Hormis quelques pistes pour 4x4, la région est accessible principalement à pied ou à cheval. Il n'y a rien autour de moi que du silence, des montagnes. Je veux dire, ça fait du bien quand on sort de la ville. Katmandou, c'est bordel land.
chier. C'est que le premier jour. Si je reste sur des terrains aussi difficiles, ça risque d'être vraiment compliqué pour la suite. Ah, je me crève de dénivelé. Je suis passé de 2500 mètres à quasiment 3500 en 3 heures. Après 3 heures de marche. Mon objectif là à la base c'était de rejoindre Thierry, un petit village pour aller me ressourcer, aller rechoper de la bouffe. On verra, je vais peut-être planter ma tente dès ce soir. Bon, il fait nuit. J'ai pas réussi à retourner à la ville à temps. Je vais encore essayer un peu, mais il se trouve que étrangement la route est bloquée. Bon, on voit pas grand chose, mais ça c'est l'autre versant. Ça c'est l'autre côté. Voilà, il n'y a plus de route. Juste un trou béant. Donc on va trouver une autre solution. Après cette mésaventure, je décide de poursuivre la marche. Et j'arrive 1 heure plus tard dans le petit village de Thierry. Où une famille d'éleveurs n'a pas hésité à m'offrir du thé, un repas chaud et un lit pour la nuit. Pour ne pas les déranger, je décide de reprendre ma route le lendemain matin aux aurores. À la frontière entre le Mustang et le Haut-Mustang, je ne vais pas m'éterniser. Les contrôles sont fréquents et les patrouilles nombreuses. Je vais donc longer la frontière un moment. Je vais essayer de me perdre un peu vers la neige, là, les glaciers, je sais pas trop, ça me donne envie. Le désert. Le désert dans la montagne. Voilà. Elle doit survivre. J'ai plus beaucoup d'eau.
Je fais également un passage à Muktinath, l'un des sites de pèlerinage les plus sacrés du Népal. Ici, les hindous et les bouddhistes y viennent se purifier et chercher le salut sous l'eau des 108 cascades du temple. Je vais devoir franchir un col. Je suis à quelques heures de marche du col. Il est à 5600 mètres d'altitude à peu près. Là je suis quasiment à 4000 je pense. On commence à sentir la fatigue. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Mais je m'approche des glaces là, c'est incroyable. Oh, je vais là-haut. Tout là-haut. J'ai la chance de, comme on peut le voir, d'être tombé sur une vieille cabane dégueulasse. J'arriverai pas à rejoindre le premier. J'arriverai pas à rejoindre le point que je m'étais fixé aujourd'hui. Trop dénivelé, c'est trop venteux, c'est horrible. Je peux pas voir où je vais. Il y a de la neige qui me balance dans les yeux et tout, je respire mal. On est à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc voilà. Mais bon, mine de rien, il y a une belle petite vue. Petite cabane, je me suis fait un petit réflecteur là, contre le vent. Bon, y a déjà des murs, mais ça peut m'éviter d'avoir des petites brises dans la nuque là. Pendant la nuit, j'écris. Au loin, j'entends comme de l'orage. Je suspecte ce son d'être une avalanche. Donc, j'ai passé une nuit de merde, une sale nuit, il a vraiment fait ultra froid en fait, alors que j'étais quand même assez près. Toute mon eau a gelé, j'ai plus rien à boire. Je crois que j'ai le mal des montagnes en fait, ça... j'ai mal à la tête, c'est horrible. Et j'ai vomi toute la nuit, donc je vais redescendre un petit peu je crois. Je vais redescendre quelques paliers puis on verra comment c'est. Après cette nuit difficile, je suis redescendu de plus de 1000 mètres, dans le village au pied du col. Je me suis reposé et y ai dormi. Et le lendemain matin, à 6 heures, je suis remonté.
Les montagnes que je voyais à l'horizon se dressent maintenant bel et bien devant moi. Comme des murs si hauts. J'ai jamais été aussi haut de toute ma vie. C'est dur. Ah. On est à plus de 5000 mètres. Et là, j'ai le souffle court et chaque pas est vraiment difficile. Ils s'inscrivent pas après pas dans ma chair. Mais soudain, entre deux sommets, la montagne récompense mon acharnement. C'est épuisé que je tombe à genoux devant une piste fraîche. Le fantôme de la montagne, la panthère des neiges, est là, quelque part autour de moi. De l'autre côté de la montagne, après une nouvelle nuit glaciale, des douleurs m'apparaissent progressivement. Je n'ai pas laissé reposer mon corps pendant plusieurs semaines, et mon énergie commence à se faire basse. Je me nourris peu et force beaucoup. Mon corps sèche et s'affine. Les jours passent. Les montagnes, froides et nues, laissent doucement place à de la végétation. Quand je le peux, j'emprunte des pistes que moi seul connais. Mais je dois admettre que les petits chemins et les routes sont nécessaires pour avancer convenablement. C'est un monde vertical qui se dessine autour de moi. Namasté. Peu à peu, j'apprends les codes du pays. J'apprends quelques phrases. Je mange le riz avec les doigts et passe à gauche de tous les temples et idoles de pierre. La marche ouvre l'esprit. Je comprends que c'est sur la durée que le voyage nous révèle ses vraies saveurs.
La redescente m'offre la vision de magnifiques oiseaux et papillons. La température remonte progressivement. La glace se change en torrent. La vie réapparaît. Pour les villes, j'opte pour une succession de bus. Et j'arrive finalement dans le sud du pays, à l'orée de la jungle. Dans les environs, 2 personnes ont été tuées par un rhinocéros et une par un tigre au cours des derniers mois, me dit-on. On me donne tout un tas de consignes pour éviter le même sort qu'eux, comme ne pas se déplacer de nuit ou ne pas marcher en fixant le sol. Dans ma quête de perte de repères, je décide progressivement de suivre mes désirs et mes besoins sans chercher à les hiérarchiser, sans m'inventer de raison. Voyager seul, c'est se mettre un instant à la frange de la société. C'est retrouver la possession de son corps, de sa jouissance et de sa douleur. C'est redevenir maître de son temps, et peut-être même de son destin. Cela m'amène par exemple à rencontrer brièvement les Tarous, un peuple vivant près des jungles et possédant leur propre langue et culture. Et c'est dans l'est du pays que je prends conscience que j'arrive à la fin de mon aventure.
Après 30 jours d'errance, à travers un monde qui m'était jusqu'alors étranger, je me regarde. Visage brûlé par le soleil, pieds lacérés, j'ai perdu 6 kilos. 30 jours qui m'ont paru être à la fois un an et une semaine. « 30 jours à me défaire de moi, à me perdre, pour mieux me retrouver.